Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, l'investiture d'Ali Bongo à Libreville ce mardi. Le président gabonais réélu le 27 août dernier a prêté serment ce matin. Parmi les chefs d'État présents au palais de la présidence du Gabon, le président Faure Gnassingbé. La lutte contre la pauvreté, la précarité, plusieurs ménages sont concernés. Combien sont-ils accédés aux services financiers? Les résultats d'une enquête ont été présentés ce matin. On en saura un peu plus tout à l'heure. En France, Sécurité maritime arrête ce soir sur la loi sur la délimitation des frontières maritimes. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et permet au Togo d'avoir une mainmise sur son espace maritime. Les avantages, les impacts, bon à savoir. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Pas de perte de temps pour Ali Bongo, réélu au Gabon et confirmé par la Cour constitutionnelle. Le président Ali Bongo entame donc un second mandat. Il a prêté serment ce matin à Libreville. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant un parterre de délégations étrangères, parmi lesquelles celle du Togo conduite par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le récit, Chassim Navaga. C'est la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle qui a investi le président réélu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, devant le peuple gabonais et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République, Faure Gnassingbé. Le président Ali Bongo a juré de consacrer toutes ses forces pour servir loyalement le peuple, de remplir consciencieusement ses devoirs de chef d'État. Dans son message d'investiture, le président Ali Bongo a appelé à un large dialogue politique et envisagé de faire rentrer des membres de l'opposition dans le prochain gouvernement. Il a indiqué qu'il va poursuivre la politique de développement social du pays ainsi que l'ancrage des valeurs démocratiques et de l'état de droit. L'autre grand chantier de ce nouveau septennat porte sur les réformes politiques, la refondation des institutions au service du développement et l'instauration de la confiance avec les partenaires. C'est dans cette optique qu'il a invité le peuple gabonais dans son ensemble à la tolérance au vu de l'importance des défis à relever pour mettre le pays sur la voie de l'émergence. Candidat du Parti démocratique gabonais PDG, le président Ali Bongo Ondimba a été réélu avec un taux de 50,6% des suffrages exprimés devant son principal adversaire, Jean Ping, qui a recueilli 47,24% des voix lors du scrutin présidentiel du 27 août dernier. Voilà donc pour l'investiture du président gabonais Ali Bongo. L'actualité sur place au Togo, la lutte contre la pauvreté, la précarité, beaucoup de ménages sont concernés. Combien sont-ils à avoir accès aux services financiers? C'est ce que révèle une enquête rendue publique ce mardi. À Lomé, les précisions, Edem Sossouko. Vers l'élaboration d'une stratégie nationale d'inclusion financière au Togo. Un document qui va prendre en compte les résultats de l'enquête sur la demande des services financiers Finscope Consommateur Togo 2016. Entre mars et avril 2016, une étude a été menée auprès d'un échantillon de 5 197 Togolais pour voir comment les Togolais de 15 ans et plus gèrent leurs finances et les éléments qui influencent leur accès aux services financiers. C'est dans le cadre du processus MAP, Making Access to Financial Services Possible. L'étude était axée sur une gamme de services et produits financiers, notamment le crédit, l'épargne, les services bancaires et l'assurance. Sur le terrain, on a constaté que si nous nous référons aux structures des banques formelles accréditées par la BCEAO, 18% utilisent les services. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et qu'on étend à toutes les institutions qui, par rapport aux services bancaires, on se trouve à 60%. Donc ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, c'est-à-dire de 15 ans et plus, utilisent les services financiers. On a remarqué que par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. La raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
L'inclusion financière se révèle donc un mécanisme de lutte contre la précarité et d'atteinte des ODD, objectifs de développement durable. Avec l'inclusion financière, on peut mieux produire, on peut mieux satisfaire ses besoins en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. On peut payer les frais de scolarité avec la téléphonie mobile à distance pour les enfants. On peut payer les frais de santé avec la téléphonie mobile à distance aussi. Donc l'inclusion financière contribue énormément à l'atteinte des ODD, notamment les questions de faim, les questions d'éducation, les questions d'accès aux énergies, la question de bien-être de manière générale. L'Union européenne soutient fortement cette enquête qui va permettre d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Les choix du MAP, de cet instrument, de ce diagnostic qui est performant et qui est très réaliste, très professionnel, très technique, nous semblait aussi une très bonne idée. Parce que nous étions convaincus que ça allait nous fournir des informations très valables qui vraiment reflétaient la réalité. Et pour le gouvernement, c'est la volonté manifeste de soutenir davantage et mieux les populations actives économiquement faibles. Le besoin d'insuffler une impulsion forte à la dynamique enclenchée et d'apporter une réponse plus complète, une réponse plus globale, une réponse institutionnelle à la problématique de l'exclusion. Ce besoin a conduit à la création du Fonds national de la finance inclusive, le FNFI, qui a été lancé en janvier 2014 par le président de la République. Ce fonds, qui relève d'une forte volonté politique affichée par le gouvernement togolais, devra nous permettre de faire un bond qualitatif dans le processus de développement, d'un développement plus inclusif et durable. Et il a ainsi mis en place, par l'intermédiaire des institutions de microfinance, des produits financiers au profit des populations ciblées, c'est-à-dire les pauvres, les plus pauvres, les femmes, les jeunes. Après 2 ans et demi d'activité, le FNFI a déjà permis à plus de 700 000 personnes de démarrer une activité génératrice de revenus dans différents domaines que sont l'agriculture, l'artisanat, le petit commerce, etc. Et aujourd'hui, le constat est clair. Des milliers de Togolais, de Togolaises sont devenus autonomes économiquement et participent activement à la croissance de notre pays. Près de 150 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de l'enquête. Les résultats de l'étude vont orienter les interventions du gouvernement en matière d'inclusion financière vers les secteurs d'activité en besoin de desserte. Ceci afin que l'accès pour tous aux services financiers soit effectif au Togo. La justice, l'approche budget-programme, une séance de formation s'est ouverte sur le sujet à Lomé depuis ce matin. L'approche budget-programme. Charlotte Moussémé pour nous en dire un peu plus. Les acteurs de la justice se forment sur l'élaboration du budget-programme, à la différence du budget moyen qui consiste à déterminer les activités à réaliser en fonction des moyens financiers disponibles. Le budget-programme donne l'opportunité aux acteurs d'un secteur d'élaborer les tâches à accomplir, d'identifier les objectifs afin d'être financés. Le budget moyen se définissait pour une année. Par exemple, vous faites le budget de 2017. Vous n'avez pas une vue bien précise sur ce que 2018-2019 sera. Dans le cadre du budget programme, on a ce qu'on appelle la pluriannualité. On a une vue sur 3 ans, par exemple. Donc, ça permet d'avoir une visibilité beaucoup plus grande, de faire une articulation beaucoup plus cohérente entre ce qu'on réalise en 2017, ce qu'on va réaliser en 2018, ce qu'on va réaliser en 2019. Le budget en cours devra permettre au ministère de la Justice de réaliser les 3 prochaines années 2017-2019 les 4 principaux programmes retenus et d'atteindre leurs objectifs. Il y a d'abord le pilotage et le soutien du ministère de la Justice. Et ensuite, il y a l'administration et la gestion du système judiciaire. Il y a également l'accès au droit et à la justice. Et le 4e programme maintenant, c'est l'administration pénitentiaire. Il s'agit d'améliorer la gouvernance, c'est le pilotage du système judiciaire, d'améliorer le fonctionnement des juridictions et de faciliter l'accès des citoyens au droit et
aux organes judiciaires. La présente session s'inscrit dans le plan du travail du programme d'appui au secteur de la justice, un programme de 3 ans à travers lequel l'Union européenne soutient le gouvernement togolais dans ses efforts de consolidation de l'état de droit. Charlotte Moussime, aujourd'hui s'est ouverte également à Lomé la semaine du jeune avocat. L'initiative est de l'Union des jeunes avocats du Togo. Ils entendent jouer pleinement leur rôle dans le processus de modernisation de la justice togolaise. Mais pour eux, l'efficacité des chambres commerciales est un défi à relever. Ramdan Bassina. Les débats au cours de cette édition de la semaine des jeunes avocats portent sur les affaires commerciales, les réalités des chambres commerciales et les goulots d'étranglement à la rapidité de la justice commerciale. Il s'agira d'œuvrer aux côtés des magistrats et des greffiers pour le rayonnement des chambres commerciales. L'avocat joue un rôle central dès la naissance du litige jusqu'à l'exécution des décisions. Ceci étant, l'avocat doit être au centre de toutes les préoccupations. Donc, il s'agit essentiellement de nous réunir pour réfléchir sur les difficultés qui se dressent devant nous dans le fonctionnement des chambres commerciales. L'engagement du jeune avocat, c'est de tout faire pour faire avancer la justice togolaise. Créée depuis 1986, l'Union des jeunes avocats du Togo entend apporter sa contribution dans le processus de modernisation de la justice togolaise. Pour l'année 2016, elle a élaboré un vaste programme qui comprend l'organisation des consultations et des plaidoyers gratuits en faveur des détenus démunis et des caravanes de défense des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. Elle n'arrête pas de goûter, pas un seul jour depuis quelques jours maintenant où il ne pleut pas, des pluies diluviennes qui causent des inondations et autres dégâts ici et là. Le cas est bien connu au Togo. Comment gérer donc ces inondations, ces catastrophes en termes de dommages, pertes et besoins? Les experts nationaux plongent sur la question en séance de formation depuis ce matin. Les précisions de Douaré, Ramdan Bassina. Face aux nombreuses inondations que le Togo a connues, le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale et du PNUD, a mis en place un système national de prévention des risques de catastrophes. En 2010, des noyaux d'experts nationaux ont été formés sur toute l'étendue du territoire national pour évaluer les dommages, pertes, besoins de relèvement et de reconstruction post-catastrophe. 5 ans après, les experts nationaux se remettent à niveau. Dans la mise en œuvre de ce projet de gestion intégrée des catastrophes des terres, il était planifié que ce noyau qui avait été formé en 2010 soit quand même actualisé et voir, sinon remettre sur pied cette équipe et permettre de continuer cet exercice en cas de besoin. La réduction des risques de catastrophe demeure une priorité pour le gouvernement togolais. C'est pourquoi, avec ses partenaires techniques et financiers, il a été mis en place le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT pour renforcer la résilience des communautés, notamment dans plusieurs domaines. Cette formation qui cible les acteurs sectoriels et multisectoriels et qui permettra justement de couvrir les besoins de relèvement concernant les infrastructures, les habitats ou les logements, les coûts financiers de réparation, l'agriculture et les services sociaux. La gestion des catastrophes et la prise en charge des couches vulnérables nécessitent des actions concertées de tous. C'est pourquoi le ministère de l'Action sociale entend s'impliquer davantage dans ce processus pour des plans et stratégies de riposte efficaces. Notre département se propose de mettre en œuvre très prochainement le projet intégré de renforcement de la résilience des communautés victimes des catastrophes naturelles. Ce projet aura l'avantage d'impliquer plusieurs secteurs ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes à toutes les étapes de sa réalisation. Les experts nationaux vont faire un aperçu de réduction des risques de catastrophes en général et ceux liés aux inondations en particulier. Ils vont tenir compte des spécificités de risques potentiels survenus au Togo afin d'accroître la maîtrise d'adaptation des principes d'évaluation post-catastrophe. Autre sujet évoqué maintenant, la rentrée scolaire, elle se prépare. C'est le 17 octobre prochain, c'est un rappel. Akara, inspecteur, conseiller pédagogique, directeurs centraux de l'éducation se concertent à l'ordre du jour de cette conférence, les problèmes du système éducatif togolais. Akara, Nestor Mouzou, notre bureau sur place.
L'esprit de dialogue et de concertation qui a prévalu auprès des différents acteurs du système éducatif a permis une année scolaire 2015-2016 paisible. Le climat de quiétude qui a régné doit être renforcé. C'est la préoccupation du gouvernement. Pour préparer la rentrée prochaine, il est envisagé une série d'activités à l'instar de cette conférence. Une rencontre de 3 jours qui concerne les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs régionaux et centraux et d'autres acteurs de l'éducation et dont les travaux sont présidés par le ministre. Le pilotage pédagogique de l'inspection, la gestion administrative et financière du système éducatif, l'organisation des examens scolaires sont les thématiques qui seront abordées. Il s'agit en effet, dans le souci de consolider la quiétude et la sérénité retrouvée, d'évaluer les actions menées au cours de l'année écoulée, d'échanger sur les défis qui minent encore notre système éducatif, d'harmoniser les stratégies. À cet égard, les instructions contenues dans la circulaire portant orientation de l'année scolaire 2015-2016 sont toujours d'actualité et doivent être révisitées à la lumière des grandes ambitions dévolues à notre secteur. Au premier rang de ces ambitions, nous avions inscrit la poursuite des réformes engagées au préscolaire et au primaire, ainsi que l'accélération de la réforme des collèges, en vue de mieux rentabiliser notre système éducatif et assurer à nos enfants un enseignement fondamental d'une durée de 10 ans. Cet enseignement, selon le ministre, doit être axé sur l'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences, doublé de l'apprentissage du comportement civique et citoyen, ainsi que des valeurs démocratiques et patriotiques. L'élève doit être constamment éduqué à l'exercice de sa citoyenneté au sein de l'école et de la communauté, par la culture du respect de l'autre, de l'autorité et du bien public, la pratique de la courtoisie et de la liberté individuelle et collective. C'est par une implication personnelle de chacun, une action concertée de tous les acteurs et une mutualisation des efforts que nous pourrons franchir une étape supplémentaire dans la consolidation de notre système éducatif, a conclu le ministre Tchapeli. Et voilà donc pour cette conférence des inspecteurs sur l'éducation à Kara. Pendant ce temps, à l'amphi 1500 de l'Université de Lomé, cette séance d'information pour les nouveaux bacheliers, vous allez le voir, quelles sont les conditions d'accès aux différents parcours et les nouvelles modalités d'inscription. Les candidats ont été bien renseignés ce matin. Viviane Souvi, Antoine Domavovo. À quelques semaines de la rentrée universitaire, les bacheliers de l'année académique 2015-2016 s'imprègnent des modalités et conditions d'accès aux différentes filières sur le campus. Cette séance d'information de la DAS, Direction des affaires académiques et de la scolarité, est destinée à orienter ces néo-bacheliers sur les choix académiques qui leur sont proposés. Après les informations qu'on nous a données, on peut choisir. Je compte faire la sociologie. C'est pour nous montrer quelle voie on doit suivre si jamais on venait sur le campus. Donc j'ai passé le concours en août et j'ai réussi. Donc je suis là actuellement au CIC. Les réformes entreprises par l'université ont permis de mettre en place l'inscription en ligne il y a quelques années déjà. Un dispositif qui permet aux bacheliers de faire la pré-inscription via Internet. Cette pré-inscription leur permet d'être un peu déterminés sur le plan de l'orientation et donc leur permet ensuite, lorsqu'ils viennent sur le campus, de ne venir qu'une fois avec un dossier physique, de déposer ce dossier physique et au bout de quelques jours d'obtenir leur carte. C'est quelque chose qui désengorge en fait l'université de Lomé en termes d'inscription, mais qui permet aussi aux futurs étudiants, à l'étudiant déjà inscrit, de s'exercer au niveau des
informatique. Ils n'ont pas besoin d'être aidés réellement et surtout de ne pas payer pour être aidés. Il y a toute une organisation sur le campus. Les délégués sont organisés. Les étudiants seniors s'organisent pour aider les bacheliers. Donc je leur demande instamment de venir sur le campus, de s'approcher en fait des établissements, de regarder au niveau des délégués, de venir au niveau de la DAS et de ne pas croire ceux qui leur prennent de l'argent pour leur faire une inscription. Il faut qu'eux-mêmes sachent ce qu'ils vont faire et que les délégués, les étudiants qui sont déjà sur le campus puissent les aider. Cette année, nous sommes de nouveau au rendez-vous pour qu'ils puissent mieux comprendre la nouvelle dynamique dans laquelle ils vont entrer, mais aussi pouvoir s'inscrire selon leurs aptitudes. Les séances d'information se poursuivront dans les jours à venir dans la perspective de la rentrée universitaire prévue le 17 octobre prochain. Penser propriété intellectuelle pour mieux innover et entreprendre. Thème de discussion ce mardi entre les acteurs des PME, PMI, universitaires et instituts de recherche. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, initiatrice de la rencontre, entend montrer comment les innovations contribuent au développement de l'économie. Marceline Chakpala, Carmen Madjiakapo. L'innovation se présente aujourd'hui comme un moyen de création de valeur ajoutée et de compétitivité pour les entreprises, et le Togo mise justement sur la propriété intellectuelle pour développer son économie. Nous avons pensé qu'il serait bon d'unir justement les chercheurs et les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour qu'elles comprennent l'intérêt qu'ils auraient à travailler ensemble pour justement permettre le développement de la recherche, mais au-delà du développement de la recherche au niveau du territoire togolais, mais pour répondre aux besoins du marché par une exploitation effective des résultats de la recherche au niveau du Togo. Pour mieux protéger la propriété intellectuelle, un ensemble de mesures a été mis en place au plan national depuis 2014. Le Togo est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'OAPI est l'Office national de propriété industrielle de l'ensemble de ses États membres. Donc naturellement, les opérateurs économiques togolais ainsi que les chercheurs togolais peuvent protéger leurs créations, leurs actifs de propriété intellectuelle au Togo auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle du Togo, l'INPIT, qui est en fait la structure nationale de liaison de l'OAPI sur le territoire togolais. À l'issue de cette rencontre, PME, PMI, universités et instituts de recherche togolais devront être en mesure de créer un environnement propice à la production de nouvelles marques et de nouveaux modèles sur les marchés. Il est 20h23. Notre deuxième titre ce soir, la sécurité maritime. D'abord, le sommet de Lomé. Le rendez-vous est maintenant dans 18 jours. En attendant, arrêt ce soir sur la loi sur la délimitation des frontières maritimes. Elle a été votée, vous le savez, par l'Assemblée nationale. Le Togo dispose donc et gère désormais son espace maritime. Qu'est-ce qui a changé? Les avantages, les impacts dans ce dossier de la rédaction de C'est signé Luc Assis. Plus de 80% des transactions commerciales passent par la mer, véritable source de richesse pour les États côtiers. Le Togo, qui a une ouverture sur la mer, est signataire de la Convention des Nations Unies sur la mer depuis 1985. Et ces dernières années, le Togo s'est véritablement engagé à renforcer l'action de l'État en mer à travers plusieurs initiatives. La dernière en date, c'est l'adoption de la loi relative à la délimitation des frontières maritimes et la création d'une zone économique exclusive. Il s'agit d'une avancée très considérable pour notre pays, dans la mesure où, depuis 1967, une ordonnance de 1967 consacrait cette délimitation de nos frontières maritimes. Cette ordonnance est vue être dépassée avec le temps, avec l'adoption ou bien avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, qui est le document de référence en droit international de la mer. Donc cette ordonnance fixait la mer territoriale à 30 000 marins, alors que la Convention de Montego Bay fixait cette mer territoriale à 12 000 marins. Donc il y avait donc lieu
pour le Togo de se conformer à la réglementation internationale. Le présent projet de loi crée une zone contiguë et une zone économique exclusive afin de permettre à l'État de maîtriser ses frontières et jouir des avantages économiques liés à cette délimitation. Le régime qui est derrière cette délimitation varie. Lorsque nous sommes au niveau de la mer territoriale, le Togo dispose de droits de souveraineté sur sa mer territoriale. Ce qui voudrait dire que cette zone, la gestion de cette zone est faite, à part certaines exceptions consacrées par la Convention de Montego Bay, est faite exactement comme la gestion de la partie terrestre du territoire. Il s'agit de la mer territoriale. Mais au-delà de la mer territoriale, nous avons la zone contiguë, qui est une zone douanière, un cordon douanier, où s'exercent tous les contrôles par les douaniers pour des raisons fiscales, pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires, avant que tout navire ne pénètre dans la mer territoriale togolaise. Au-delà de la zone contiguë, nous avons la zone économique exclusive, où le Togo dispose de droits souverains, ce qui est différent de la souveraineté exclusive. Le Togo dispose des droits souverains liés à l'exploration, à l'exploitation des ressources halieutiques, à l'exploration du sol et du sous-sol marin, à l'exploration, à la recherche de toute autre ressource économique qui pourrait se trouver dans cette zone. Dans cet espace économique, l'État se réserve donc le droit d'explorer et d'exploiter les ressources qui y sont attachées et celui de lutter contre la piraterie maritime et les trafics illicites de tout genre. Tous les contrôles nécessaires pour empêcher toute activité illégale en mer, sous ces contrôles seront faits par l'autorité administrative compétente, soit par la marine, et comme aujourd'hui nous sommes dans le concept de l'action de l'État en mer, donc tous ces contrôles seront faits sous la coordination du préfet maritime, qui disposera des moyens des différentes administrations pour exercer le contrôle régulier et permanent contre toute activité illicite en mer. Donc cela permet de circonscrire le domaine d'action de notre administration maritime. En attendant l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, la délimitation des frontières maritimes se fera par voie de concertation conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La délimitation va permettre non seulement à l'État de mieux exercer ses pouvoirs de police en mer, mais aussi les navires commerciaux convoyant leur approvisionnement se sentiront plus en sécurité dans les eaux togolaises, ce qui renforcera la compétitivité du port autonome de Lomé. À l'étranger, aux États-Unis, la confrontation était attendue. Elle a bel et bien eu lieu. Hillary Clinton et Donald Trump ont débattu sans détour pendant une demi-heure. Regardez. On sait de Donald Trump qu'il est un amateur des rings de boxe. Alors lorsqu'Hillary Clinton attaque, il rend coup pour coup. Donald était pour l'intervention en Irak. Faux. C'est prouvé. Faux. Faux. Et sur ce point, c'est Hillary qui a raison. Elle mène au point et ce n'est pas fini. Il y a quelques années, quand il a dû montrer ses impôts à l'État pour obtenir une ouverture de casino, on a bien vu qu'il n'avait payé aucun impôt sur le revenu. Le candidat marmonne que c'est ce qui le rend intelligent avant d'attaquer à son tour sur l'affaire des courriers électroniques qu'Hillary Clinton n'a jamais divulguée quand elle était secrétaire d'État. Je publierai ma feuille d'impôt contre l'avis de mon avocat quand elle aura publié ses 33 000 emails qui ont été effacés. En matière d'économie, le républicain prend l'avantage. Elle doit endosser le bilan d'Obama. Ça fait 30 ans que vous êtes en politique. Pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? Un point pour Trump, mais Hillary s'en sort par l'humour, inhabituel chez elle. J'ai l'impression que je vais être jugé responsable de tout ce soir.
Et pourquoi pas? L'homme d'affaires va perdre pied sur l'international. Elle a juste à rappeler certaines de ses déclarations. Donald pense que le réchauffement climatique est un canular lancé par les Chinois. En fin de débat, il fait référence aux récents problèmes de santé de la candidate démocrate, une remarque qui va lui revenir comme un boomerang. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'endurance. Je ne crois pas qu'elle ait de l'endurance. Pour être présidente de ce pays, vous devez avoir une énorme endurance. Quand il aura voyagé dans 112 pays, négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents et ouvert de nouvelles opportunités dans le monde, et même passé 12 heures à témoigner devant le Congrès, il pourra me parler d'endurance. Trump a coupé 29 fois la parole d'Hillary, elle ne l'a fait que 9 fois. Ce n'était franchement pas la soirée de Donald Trump. Dans le reste de l'actualité, de l'eau potable désormais pour les populations de Lavier, village de Cloteau. L'ouvrage, un forage financé par le Conseil de l'Entente, a été officiellement remis aux populations le samedi dernier. Nous reviendrons en images sur le sujet dans nos prochaines éditions. À Agbavi, sur la route d'Aneros, c'est le courant électrique qui a mobilisé les populations le week-end dernier. Les branchements illicites, la zone vit le phénomène. Trop, stop, c'est dangereux, semble leur dire la société qui promet l'extension de son réseau sur place. Christine Pétcheki-Aloudé. Il est situé à 28 km à l'est de Lomé. Ici, les branchements anarchiques communément appelés araignées sont constatés dans presque tous les coins. La compagnie d'énergie électrique du Togo veut mettre fin à ce système qui constitue un véritable danger public et faciliter l'accès à l'énergie électrique de façon légale. Les extensions sont déjà faites. Et d'ici les jours à venir, les besoins en électricité seront satisfaits. Une délégation de cette institution a fait le déplacement de cette localité et a entretenu la population sur le sujet. Elle est soutenue par l'Association togolaise des consommateurs. Il y a quelques années, l'ATC n'a cessé de dénoncer cette pratique des toiles d'araignée. Parce que nous avions trouvé que c'est très dangereux, très dangereux pour la population. Aujourd'hui, ici, la CET a initié un projet de mettre fin à cette pratique. L'ATC ne peut que se réjouir. C'est l'occasion aussi de demander à toute la population si elles ont des problèmes, ces genres de problèmes de toile d'araignée, d'approcher la CET, d'approcher l'ATC et d'approcher aussi l'ARCE, qui est l'autorité de réglementation du secteur électricité. Agbavi compte environ 11 000 habitants. Le courant, selon le chef du village, est un des facteurs de développement. La démarche de la CET a été bien appréciée. C'est la joie pour moi d'avoir les poteaux dans tous les coins de mon village. Parce que avant, les gens prennent le compteur dans les autres villages environnants et tirer jusqu'au niveau de notre village, et c'est dangereux. Les activités de normalisation des branchements anarchiques dans les zones périurbaines de Lomé se poursuivent. Agbata, Afilenigba, Degué et des localités environnantes recevront la visite de la CET. Et tout aussi dangereux, la mauvaise manipulation des produits chimiques. La brasserie du Bénin tire la sonnette d'alarme. Le personnel est prévenu, mieux formé depuis hier sur les risques liés à l'utilisation de ces produits. Marceline Chakpala, Carmen Madiakako. Les produits chimiques présentent des dangers pour les personnes, les installations ou l'environnement d'une industrie. Ces dangers doivent être pris en compte dans les entreprises pour prévenir les risques. C'est pourquoi la brasserie Bébé Lomé veut relever le niveau de qualification de ses agents dans l'utilisation de ces produits chimiques dangereux. Le cabinet de formation en vie pure va mettre son expertise au profit du personnel de la brasserie. De nombreux produits peuvent être dangereux s'ils sont mal manipulés. Nous savons les manipuler parce que ça fait 50 ans que nous faisons ce métier-là. Toutefois, il faut progresser dans notre métier et c'est pour ça que nous commençons aujourd'hui, en 2016, une première formation, c'est un premier pas de comment apprendre à mieux gérer ces produits-là et l'environnement qui l'entoure aussi. Notre rôle dans une société agroalimentaire, c'est aussi de gérer l'eau au quotidien.
Nous avons des indicateurs très précis sur la récupération de l'eau pour pouvoir la retraiter et la réutiliser dans certains domaines, bien évidemment, dans l'industrie, de façon à ne pas rejeter toute l'eau, mais la réutiliser plusieurs fois. La protection de l'environnement revêt une importance capitale pour le bien-être des populations. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP soutient pour ce faire cette initiative. Toutes les initiatives dans les entreprises qui vont dans le sens d'un renforcement de capacité en vue de perfectionner les salariés, le FNAFPP s'inscrit dans cette logique. C'est pour ça que nous avons accepté financer cette formation. Au niveau du FNAFPP, nous avons trouvé que ce thème est vraiment d'actualité et c'est d'une importance capitale pour les salariés et pour l'entreprise. La brasserie Bébé est spécialisée dans la production des boissons alimentaires au Togo. Sa force, selon ses responsables, réside essentiellement dans la qualité de ses produits. Fin de cette édition quelque peu longue. Une autre vous attend tout à l'heure, le journal de l'économie. Mathias Touglo, Esther Laclé, à partir de 20h45. Moi, je vous souhaite une très belle soirée.